Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant et un peu effrayant. La criminalité en col blanc. C'est un univers assez discret où il n'y a pas de violence physique, mais dont l'impact, lui, se compte en milliers de milliards de dollars. On commence avec un chiffre qui, honnêtement, donne le vertige. 1700 milliards de dollars. C'est l'estimation la plus haute du coût annuel de la criminalité en col blanc au niveau mondial. Pour se faire une petite idée, c'est plus que le PIB de l'Australie ou du Brésil. Une somme tellement énorme qu'on a du mal à se la représenter. Et pour mettre ce chiffre en perspective, cette criminalité peut engloutir jusqu'à 5% de toute la richesse produite dans le monde, chaque année. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que pour chaque tranche de 100 € de valeur créée, eh bien 5 € pourraient partir en fumée à cause de ces fraudes. Mais alors, voici le vrai paradoxe. Face à cette échelle gigantesque, le taux de poursuite, lui, est incroyablement bas. Prenons l'exemple des États-Unis. Seulement 3% de ces crimes économiques sont effectivement poursuivis en justice. On a donc un fossé immense entre l'ampleur du problème et la réponse judiciaire. Bon, ces chiffres sont assez parlants, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Pour vraiment comprendre l'enjeu du crime en col blanc, il faut d'abord bien définir de quoi on parle. C'est quoi exactement ? En fait, ce terme a été popularisé pour casser un cliché, l'idée que le crime serait réservé aux plus démunis. C'est tout l'inverse. La criminalité en col blanc, c'est celle des privilégiés. L'arme ici, ce n'est pas la violence, mais la trahison de la confiance et l'abus de pouvoir. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va décortiquer un peu l'anatomie d'une fraude. Quels sont les mécanismes qui la rendent possible? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à franchir cette ligne rouge? Ce tableau nous révèle quelque chose de très intéressant. La fraude la plus fréquente, et de très loin, c'est le détournement d'actifs. On parle ici de notes de frais gonflées, de petits vols. Ça représente quasiment 9 cas sur 10. Mais regardez bien la dernière ligne, la fraude aux états financiers. C'est rare, ça ne représente que 5% des cas, mais quand ça arrive, c'est une catastrophe, avec une perte médiane de presque 800 000 $. C'est la question centrale. On ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, je vais devenir un criminel en col blanc ». Non, c'est le résultat d'un ensemble de circonstances bien précises. Les criminologues expliquent souvent ce passage à l'acte avec ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Il faut ces 3 éléments réunis. D'abord, une pression, qu'elle soit pro ou perso. Ensuite, une opportunité, c'est-à-dire une faille dans le système qui semble facile à exploiter. Et enfin, l'élément clé, la rationalisation. C'est cette petite voix dans la tête qui va trouver une bonne excuse, une justification morale pour faire quelque chose d'illégal. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui mène à la fraude. Un acte de fraude, ce n'est jamais un acte isolé. C'est un peu comme un cancer. Ses conséquences se propagent en silence dans toute l'économie, dans toute la société, et ça ronge la confiance et l'équité. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce ne sont pas des crimes sans victimes, pas du tout. Les victimes, en fait, c'est nous tous. Ce sont les contribuables quand l'État est floué, les consommateurs qui payent plus cher, les épargnants qui voient leurs économies s'évaporer. Mais la victime principale, celle qui est la plus touchée, c'est la confiance. La confiance dans nos institutions et dans l'idée que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. L'histoire récente est malheureusement pleine de scandales qui illustrent parfaitement ce phénomène. D'Enron qui a forcé à revoir toutes les règles de gouvernance d'entreprise, à FTX qui a montré les dangers d'une finance non régulée, chaque affaire a mis en lumière des failles énormes dans le système et a obligé les régulateurs à réagir, bien souvent après la catastrophe. Alors face à cette menace qui évolue sans cesse, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment les autorités et les entreprises s'organisent pour riposter à l'échelle mondiale? Voyons un peu l'arsenal qui est déployé. Comment est-ce qu'on découvre ces fraudes? La réponse est assez fascinante. On pourrait croire que ce sont les grands cabinets d'audit qui font le travail, mais pas vraiment. Les audits externes ne détectent que 3% des cas. Non, la source numéro 1 est de très très loin, ce sont les signalements. Avec 43%, ce sont les lanceurs d'alerte, des employés, des fournisseurs, des partenaires, qui sont la véritable clé de la détection. La riposte s'organise donc sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, un front légal, avec une bien meilleure protection des lanceurs d'alerte. Ensuite, un front institutionnel, avec une coopération renforcée entre les pays, surtout en Europe. Et enfin, un front technologique, où on utilise l'intelligence artificielle pour scammer des millions de transactions et repérer les petits signaux d'alerte que l'œil humain ne pourrait jamais voir. C'est la grande question qui reste sans réponse définitive. Les criminels en col blanc ont souvent une longueur d'avance. Ils exploitent chaque nouvelle technologie, que ce soit l'IA ou les crypto-monnaies. La lutte est donc une course permanente entre l'innovation criminelle d'un côté et la capacité des institutions à s'adapter de l'autre.
Et l'issue de cette course, eh bien, elle déterminera non seulement la santé de notre économie, mais aussi le niveau de confiance qu'on peut avoir dans notre société.